Bonjour et bienvenue à Semence Mag, le magazine qui vous dit tout sur les semences. Depuis le plateau du village Semence, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture, première journée. Connaissez-vous le chou de Saint-Saëns? Cultivé en Normandie, il peut être d'un poids de 20 kilos. Connaissez-vous la petite tomate de Quimper en Bretagne? Je suis sûr que vous connaissez en revanche évidemment le célèbre piment d'Espelette, qui est la seule épice française certifiée AOP. Toutes ces plantes sont des variétés anciennes, patrimoniales, cultivées souvent localement par une poignée de passionnés qui se battent pour les faire vivre. Alors, ces variétés patrimoniales, anciennes, il y en a donc beaucoup au potager, mais également dans toutes les grandes cultures. Alors, pendant longtemps, ces variétés, on va se le dire, elles ont été oubliées, négligées, parce qu'elles étaient moins performantes, pas assez modernes. Elles ont été mises de côté ou parfois même écrasées par le développement des semences commerciales. Aujourd'hui, elles viennent de rejoindre la grande famille de l'interprofession de la semence en France. Mais alors, comment se portent-elles? Quelles sont leurs difficultés et que faire pour les soutenir? Et finalement, entre les semences commerciales et les semences patrimoniales, n'y a-t-il pas un même combat face aux enjeux de demain? Voilà la question dont on va débattre cet après-midi. Bienvenue sur la planète Semence et ses mystères. On a 20 minutes pour en parler, pas une de plus, c'est parti. Bonjour Myriam Lévy, vous êtes la secrétaire générale de la section diversité des semences au sein de SEMAE. Bonjour. Bonjour. L'interprofession de la semence qui accueille notre plateau. Bonjour Badis Merad. Bonjour. Vous êtes jardinier, vous êtes le monsieur biodiversité de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Et bonjour Julien Bourrelli. Bonjour. Vous êtes sélectionneur, gardien des variétés chez Agro-Semences, établissement semencier qui propose 900 variétés de semences biologiques pour les maraîchers professionnels. Alors, Julien, on démarre par vous, mais j'espère que vous allez contribuer aussi à répondre à cette première question. Qu'est-ce que c'est finalement une semence patrimoniale? C'est fascinant. Ces variétés sont l'héritage culturel, l'héritage agricole, l'héritage gustatif de notre culture. C'est des variétés qui ont été cultivées en France historiquement, qu'on retrouve dans les premiers catalogues de semences. C'est des variétés qui représentent la richesse de la biodiversité cultivée et la richesse de nos terroirs et de nos paysages. Badis Merad, vous qui êtes jardinier, c'est quoi une semence patrimoniale, une semence ancienne? Alors, d'après une certaine définition, ça serait toute semence existante depuis 50 ans, vous nous disiez ans, tout à l'heure. Voire avant 1940. Avant 1940. Tout ça, c'est des semences qu'on peut qualifier de patrimoniales. Myriam, quelle est votre définition à vous? Est-ce que c'est des semences qui, à un moment ou un autre, n'ont pas été commercialisées finalement? Oui, c'est ça en fait. Je pense que je rejoins un peu les deux définitions. Parlez bien dans le micro. Je rejoins les deux définitions qui ont été données. Les semences anciennes, les semences patrimoniales, c'est des semences un peu ancestrales qui sont très ancrées dans des territoires et qui, au final, c'est aussi un lien avec l'affection. Enfin, il y a vraiment ce truc de mettre en valeur des anciennes variétés qu'on retrouve parfois. Mettre en valeur les anciennes variétés. Gardez le micro. Myriam Lévy, je l'ai dit, vous êtes donc la secrétaire de cette 9e section nouvellement créée au sein de l'interprofession de la semence en France. Cette 9e section baptisée Diversité de la semence. D'abord, qui en fait partie? Il y a qui dans cette section? C'est une super question parce que je suis assez fière d'être la secrétaire de la section diversité des semences parce qu'elle est toute nouvelle chez SEMAE. Elle a à peine un an. Et c'est une section dans laquelle on peut trouver des professionnels de la filière de la semence qui historiquement n'étaient pas dans l'interpro. Donc on a des super représentants aujourd'hui. Badis qui représente les jardins familiaux et collectifs. On a Julien qui représente les artisans semenciers. On a aussi des personnes qui représentent les artisans les trieurs à façon. Donc ça, c'est aussi très important. Donc les semences de ferme. On a des personnes qui représentent les centres de ressources. Donc c'est ceux qui conservent les semences dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, tout ce petit monde travaille ensemble. Eurotoc, bien sûr. Eurotoc, c'est quoi Eurotoc? Alors Eurotoc, c'est important parce que c'est les personnes qui réussissent à faire le lien entre la semence, le légume
et l'assiette. C'est En fait, des- c'est les cuisiniers. C'est des chefs cuisiniers. C'est ça, ouais. D'accord, donc vous avez les chefs cuisiniers, vous avez des trieurs, vous avez des semences de ferme. C'est quoi une semence de ferme? Une semence de ferme, c'est une semence professionnelle, on va dire, pour les agriculteurs, où en fait, d'une année sur l'autre, un agriculteur va décider de ressemer une partie de sa récolte. Voilà. C'est ça la semence de ferme, hein. Et la semence de ferme, c'est extrêmement important. C'est une partie de la récolte de l'agriculteur de l'année qu'il ressème l'année d'après. Alors on peut croire que c'est tout simple finalement la semence de ferme. Il suffit de la garder, la mettre dans un sac ou dans une boîte. Eh bien finalement c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez voir parce que comme toutes les semences, elles doivent être triées, préparées, parfois enrobées à la ferme, ce qui n'est pas toujours facile, avec aujourd'hui des stations mobiles ultra performantes installées sur des camions. Exemple dans le Pas-de-Calais, reportage. Aujourd'hui, au beau milieu de l'exploitation agricole de Christophe Saudemont, un étrange camion s'est garé et visiblement crée l'effervescence à Warlincourt-les-Pas, dans le Pas-de-Calais. C'est le roi de la semence. On a une exigence de qualité que Alexandre nous apporte. Il y a toujours mieux, mais j'ai pas trouvé. Le roi du jour, c'est Alexandre Glorieux qui réalise avec son semi-remorque le triage et le traitement à façon des semences de ferme, du sur-mesure de père en fils depuis 1928. Le grain arrive en remorque, c'est envoyé vers le système de triage. On va enlever tout le gros. À l'arrière, on va avoir tout le rejet des déchets. Ensuite, ça va être trié par calibrage. On a un trieur rotatif qui va travailler sur le diamètre du grain. Et ici, en complément, on va avoir les deux trieurs alvéolaires qui vont trier sur la longueur de la graine. Tout ça est reconvoyé vers le système de traitement. Donc on va enrober les graines. Et sur l'avant, c'est le groupe électrogène et le système de production pour être autonome, stockage des phytos et de l'eau pour enrober. Profitant du passage d'Alexandre, chaque agriculteur choisit à la carte le triage, le calibrage, les barbages ou encore le traitement de protection de ses semences. J'apporte avant tout un service à mes clients sur la qualité du triage. On est capable de lui dire de ralentir pour avoir un triage de qualité. On estime qu'on a une qualité que des fois on n'a pas en achetant nos semences pour en refaire. Parce qu'on achète toujours un peu de semences pour refaire les semences l'année d'après. Le triage à la ferme est un marché en croissance qui allie souplesse et personnalisation des productions pour les agriculteurs. C'est aussi le moyen de réduire sensiblement les traitements sur les grains qui sont bien acclimatés au terroir par essence et par la bonne connaissance des sols par les agriculteurs. En plus d'une parfaite maîtrise de leurs besoins, cette station mobile leur permet aussi d'échanger dans une ambiance amicale. On est dans des familles, on voit des petits bouts de leur vie. J'ai travaillé avec votre père, aujourd'hui je vois votre fils, c'est multigénérationnel et puis il y a un côté humain, un contact humain qui est formidable. Voilà, c'est formidable. La semence de ferme, c'est aussi un travail très particulier. Alors, une question se pose, Julien. Pourquoi ces semences ont été mises de côté, oubliées? Quelle a été la raison principale? La raison principale, c'est que ces semences ont des caractères ancrés en elles. Et quand la Révolution verte s'est dessinée, il fallait nourrir le monde, nourrir la France. Et ces variétés nichées dans leur terroir ne répondaient pas à cette demande. Donc on a Pas assez productive, pas assez performante? Exactement. Les sélectionneurs ont orienté les critères de sélection vers la production, donc des rendements plus importants, des résistances à des maladies, des critères de tolérance à certains insectes. Et l'ensemble de ces critères a érodé la biodiversité cultivée dont on débat aujourd'hui, qui est très importante à conserver. Et c'est une mission importante que AgroSemences maintient ces variétés et les propose aux jardiniers comme aux maraîchers. C'est notre mission, c'est de les proposer Bien sûr. et mieux les conserver. Bien sûr, ça c'est votre job, bien sûr. Myriam,
Quel a été le critère principal de la sélection dans cette révolution verte après la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'on a choisi prioritairement pour nourrir la population? Je pense qu'il faut vraiment se remettre dans ce contexte d'après-guerre, c'est-à-dire les Français ont faim, il faut nourrir la France. Et donc du coup, bien sûr, je rejoins Julien, le rendement a été un des facteurs les plus importants de la sélection. Puis après le rendement, il y a aussi, je trouve, cette idée de mécanisation. En fait, il fallait aussi que les personnes dans les champs aillent donc, dans l'industrie, donc que la main-d'œuvre agricole devienne une main-d'œuvre industrielle. Et donc on a aussi industrialisé, mécanisé la France. Et je trouve que j'ai un exemple qui me vient, si j'ai un peu de temps, assez parlant, je trouve, de la betterave. En fait, la betterave, à la base, il y a des semences de betterave qui sont plurigermes. Du coup, une semence, ça fait plusieurs germes. Et avant, on devait les démarier pour en fait les mettre dans les champs. Donc ça fait de la main-d'œuvre. Avec la mécanisation, il y a eu les semoirs qui sont arrivés. Et du coup, maintenant, on a des semences monogermes. Et du coup, une graine, c'est une semence, c'est une betterave. Et donc, du coup, c'est comme un céréale, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est clair. Donc, il y a un côté pratique aussi qui a fait que parfois, on les a oubliés aussi. Bien évidemment. J'aimerais maintenant, messieurs, dames, qu'on montre des exemples. Par exemple, je vais vous tenir le micro. Badis, montrez-nous le chou de Saint-Saëns. J'en ai parlé tout à l'heure. Montrez-le bien devant la caméra ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le chou de Saint-Saëns, Badis? Alors, le chou de Saint-Saëns, c'est une très très vieille variété française, normande, qui existe depuis plusieurs siècles et qui a failli disparaître. Combien ça pèse? Alors, c'est 20 kilos. 20 kilos le chou? Le chou. Il faut être costaud quand même là. Il faut être costaud pour un diamètre de 1,30 m. C'est presque ma taille. Voilà. 1,30 m. 1,30 m. Et donc ce chou a failli disparaître et Dieu merci, des passionnés l'ont conservé et sont en train de le développer. C'est un chou qui est très esthétique et en goût qui est exceptionnel. Vous m'avez dit que vous en avez planté et que vous l'avez congelé parce que vous ne pouviez pas tout manger. Je ne pouvais pas tout Combien de manger. repas vous avez fait dessus? 10 repas. 10 repas sur un chou? Sur un chou. Bon, c'est rentable. C'est très très rentable. Parfait, merci à vous, Voilà. Badis. Julien, on va regarder maintenant des photos que vous nous avez amenées qui vont être diffusées, des photos sur l'aubergine. Alors, cette aubergine, on va la voir. Comment s'appelle-t-elle? C'est l'aubergine de Barbantane. Barbantane est un village à proximité d'Aix-en-Provence. On va montrer la photo, hein, les amis. Allons-y. Si vous avez les photos d'aubergine, c'est le moment. Parlez-y, je vous en prie. Donc l'aubergine... Voilà, on la voit. On va voir la première encore. Ça. Superbe. Cette aubergine a une histoire ancrée en Provence et intimement liée au village de Barbantane. C'est ici qu'elle est cultivée. Et cette aubergine... Elle rivalise avec les variétés modernes. C'est un exemple même d'une variété ancienne qui a toute sa place aujourd'hui sur les étals des marchés par son rendement important, par le feuillage qui est intéressant. Cette aubergine a un feuillage petit. On va voir la deuxième photo parce que le feuillage justement est montré sur cette deuxième photo. En quoi le feuillage est intéressant? Par la résistance à la sécheresse. Au plus le feuillage est petit, au plus la plante tolère la chaleur. Donc ça, c'est des critères importants. Moins elle a besoin de s'irriguer, entre guillemets, moins elle a à se nourrir, j'allais dire. Exactement. On le voit, hein, là, les feuilles sont plus petites que dans une aubergine normale. Oui. L'autre critère, l'autre description de la variété, donc c'est un fruit qui est à peau fine, elle a une chair qui est non amère, contrairement à beaucoup d'aubergines modernes. Il n'y a pas d'amertume lors de la dégustation. Et on revient à la base de la cuisine. J'ai la chance de grandir dans un restaurant. Quand on découvre la diversité des légumes, des fruits, quand on est petit, et c'est ça aussi notre combat aujourd'hui avec Agrosemence, c'est de mettre à portée de tous la diversité cultivée. Ça marche, on a bien compris hein, l'intérêt. On va y revenir, l'intérêt qu'il y a évidemment à cultiver ces variétés anciennes, parfois totalement oubliées. J'aimerais qu'on montre un troisième exemple, Badis. Alors qu'on le montre, qu'on en parle surtout, c'est l'épinard du Malabar. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est l'épinard de Malabar. Je montre ici. Ah, on a les graines. On a les graines. Alors, c'est un épinard qui est consommé par près de 3 milliards de personnes sur Terre, mais pas nous. Alors, idéal pour les petits jardins, au lieu que ce soit des petits plants d'épinards, c'est une liane. C'est un épinard qui monte au ciel? Qui monte et qui peut monter jusqu'à près de 10 mètres.
10 mètres 10 mètres. Il oui. faut des tuteurs, c'est pas possible. Ça. Absolument. Une canne de Provence suffirait pour le faire grimper. Vous l'avez pas fait monter à 10 mètres quand même. Non, mais Non. à 3,50 mètres quand même. Ah, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on cueille les feuilles, et plus ils se ramifient. D'accord. Ce qui fait que tout l'été, vous allez plutôt une plante à multiples usages. Jeunes feuilles, on les mange en salade et ça a le goût de l'artichaut. Plus anciennes, on les mange en soupe, en tarte. Et ce qu'il faut savoir, c'est un excellent épaississant des soupes. Ce qui ne gâche rien, la fructification est utilisée en pâtisserie pour colorer les gâteaux. D'accord, donc plein d'utilisations particulières. Alors justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser là, à tous. À quoi ça sert aujourd'hui ces variétés anciennes? Quelle est leur utilité, Julien? L'utilité première, bien sûr que c'est important de les conserver, comme je disais, pour cette diversité cultivée. Enrichir et diversifier l'alimentation qui aujourd'hui est en train de réduire, on réduit cette diversité. Et l'autre enjeu qui est important, c'est les enjeux de changement climatique que l'on observe. Ces variétés ont en elles la formation, la faculté de s'adapter aux conditions stressantes, aux conditions hydriques stressantes, aux fortes chaleurs. Et en elles ont ces caractères qui pourront aussi nous servir en tant que sélectionneurs à de l'innovation variétale, c'est-à-dire que l'on va pouvoir... On peut aller chercher dans ces plantes ce qui nous permettra de créer ou d'améliorer les variétés qui demain consommeront moins d'eau, moins de produits phytosanitaires, de pesticides, qui seront plus adaptés à notre climat de demain. Exactement. C'est incroyable. Ça, c'est un réservoir gigantesque finalement. C'est la richesse. Et c'est votre boulot à vous. C'est notre boulot en tant que sélectionneur et semencier. Et semencier. Même question pour vous, Myriam. Quel est l'intérêt de ces semences? À quoi servent-elles? Moi, je pense que c'était tellement bien illustré par Julien que je suis pas sûre d'avoir grand-chose à tour. ajouter. Mais oui, tout à fait, c'est très important parce que c'est des variétés qui, intrinsèquement, en fait, ils ont un patrimoine génétique qui est fou. Et les nouvelles variétés aussi ont un très grand patrimoine. En fait, je pense que c'est la palette de de la diversité. Donc, vraiment, toutes les semences ont un rôle à jouer pour demain. Badis, il reste moins d'une minute. J'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que c'est qu'une grainothèque, puisque vous avez tenu 2 grainothèques chez vous à Marseille. Alors, une grainothèque est un lieu d'échange, de troc de graines produites par des petits jardiniers amateurs. C'est-à-dire que le jardinier lambda vient dans la grainothèque, choisit les semences qui l'intéressent, mais en contrepartie, il doit apporter quelque chose qu'il aurait produit. Ah oui, donc on ne vient pas les retirer ou les acheter. Du tout. C'est un échange. C'est un échange, c'est du troc. J'ai même appelé ça à un moment, j'ai fait une campagne qui s'appelle Ramène ta graine. Ramène ta graine. Absolument. Et ça marchait bien, il y avait du monde? Ça marchait bien, le Covid a été un frein, mais ça va redémarrer. Ça va redémarrer. Voilà, c'est sur cette belle image de la grainothèque qu'on termine ce numéro de Semences Mag. Merci à vous de nous avoir suivis. Village Semences continue évidemment toute la semaine au Salon de l'Agriculture. Bonne journée.